Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui encore pour le 3e épisode d'une série consacrée jusqu'à demain à ce cher Charles Baudelaire. Demain justement, nous irons au musée de la vie romantique où se tient jusqu'au 29 janvier prochain l'exposition L'œil de Baudelaire. Ses commissaires Robert Kopp et Charlotte Manzini nous parleront de toute la partie critique d'art de son œuvre. Hier, nous nous sommes baladés dans le Paris de Baudelaire qui a vécu un peu partout, de Neuilly à l'île de la Cité, du quartier de Saint-Lazare à celui de Pigalle, partout donc sauf dans ce qui est aujourd'hui la rue Charles Baudelaire. Didier Blonde était notre guide dans ce Paris-là avant d'être rejoint par Michel Deguy pour parler notamment de la foi du poète. Enfin lundi, c'est de sa vie que nous avons parlé avec Isabelle Viéville de Georges, une vie émouvante, celle d'un homme aussi attachant que tourmenté, archétype du poète maudit. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons parler en particulier du serpent qui danse. En tout cas, on va s'intéresser à la question de la modernité chez Baudelaire, car comme l'a souligné Robert Kopp dans le magazine littéraire, c'était en 2014, si le recueil des Fleurs du Mal inaugure bien la poésie moderne, il est aussi l'aboutissement extrême d'une tradition remontant à Pétrarque et Villon, et par-delà à Ovide, Virgile et Horace, tous ces auteurs dont Baudelaire s'est nourri. Pour parler de cela, je suis en compagnie de l'universitaire Mathieu Vernet. Qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Bonjour Mathieu Vernet. Bonjour. Vous êtes agrégé de littérature, vous avez soutenu votre thèse à la Sorbonne sous la direction d'Antoine Compagnon sur le thème Proust et Baudelaire, genèse, texte et intertexte. Et avec Antoine Compagnon toujours, vous avez réalisé le numéro 18-19 de L'année Baudelaire, la revue L'année Baudelaire qui portait sur le thème de Baudelaire antimoderne. Et c'est vrai qu'au sujet de Baudelaire, on oscille souvent, Mathieu Vernet, entre deux visions. D'un côté, on le voit conservateur, catholique, réactionnaire, et de l'autre côté, on le pense révolutionnaire, du côté du mouvement social. Et donc la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi un tel grand écart entre ces deux Baudelaire-là qui ne se départagent pas tellement en fait? Je dirais que c'est déjà ce qui fait le charme de Baudelaire, hein. C'est que c'est un poète qui échappe un peu à la taxinomie. C'est un poète que chacun peut arriver à s'approprier, à faire sien. Et quand vous opposez un Baudelaire conservateur, réactionnaire à un Baudelaire révolutionnaire, en fait on retrouve assez généralement ce qui a été l'histoire de la réception de Baudelaire depuis ses tout débuts, hein, l'apparition des premiers poèmes des Fleurs du Mal, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque c'est un poète qui, depuis une trentaine d'années, disons qu'il y a une forme de consensus autour de lui, mais c'est un auteur sur lequel on a du mal à se mettre d'accord. Certains en voient un fervent catholique, d'autres en voient au contraire dans ses écrits de grands blasphèmes. Donc c'est un auteur qui échappe pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'un point de vue de l'histoire littéraire, il arrive à un moment, à la fin d'une période, le premier romantisme, c'est le début d'une deuxième période. Donc il est à cette période charnière. Et lui fait un peu cet entre-deux. Il a l'héritage de toute une culture classique. D'ailleurs, nombreux sont ceux à avoir vu nombreux sont ceux à avoir vu chez Baudelaire une qualité d'écriture proche de celle de Racine, et d'autres lui ont même reproché, même des poètes comme Rimbaud trouvaient que Baudelaire n'était pas allé assez loin dans le travail du vers, dans le fait de casser ce vers-là. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que Baudelaire n'est pas si moderne que ça, mais sa modernité est à chercher ailleurs, elle a été redéfinie. Donc voilà, c'est ce côté un peu charnière entre deux époques. Mais du coup, il est récupéré un petit peu de partout. En 68, par exemple, il avait été érigé par les manifestants comme un modèle de contestataire, ce qui peut paraître étonnant quand même, parce que Baudelaire, c'était, et on l'a vu tout au long de cette semaine, c'était pas tellement, à part quelques épisodes politiques, un contestataire. Non, c'est pas un contestataire. Je crois que vous évoquiez le nom d'Antoine Compagnon tout à l'heure. Je crois que le nom qu'Antoine Compagnon donne à toute une catégorie de personnes qui sont des gens qui sont
en délicatesse avec leur temps, enfin qui vivent dans leur temps mais tout en le rejetant un peu, qui sont du côté de la conservation tout en étant dans le progrès. Et, il les appelle les antimodernes. Et Baudelaire est justement vraiment cette figure de l'antimoderne. C'est en pensant à Baudelaire qu'il a élaboré ce concept, Antoine Compagnon. Alors, il a fait donc son grand livre là qui date de 2005, qui s'appelle Les Antimodernes. Il n'y a pas de chapitre sur Baudelaire, mais Baudelaire est présent pratiquement à toutes les pages, comme Chateaubriand. Pour lui, ce sont les deux figures tutélaires de l'antimodernité, et donc finalement, elle les caractérise tellement que elles échappent presque à la catégorie parce que elles les forment. Et alors, qu'est-ce qui fait, au fond, qu'on se pose la question au sujet de Baudelaire de la modernité? Quel est finalement l'enjeu de cette interrogation-là? C'est une question qui est peut-être un peu vaste, j'en ai bien conscience, mais on se le demande aussi quand même. Oui, juste, excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier, je repense à ce que vous disiez sur mai 68, puis je reviendrai sur la modernité. Ce qui a beaucoup joué aussi sur en 68 pour que Baudelaire soit du côté des révolutionnaires, c'est d'abord deux raisons. C'est que d'abord la modernité poétique, les jeunes poètes de l'époque que vous avez reçus hier, Michel de Guy, le jeune poète Michel de Guy, en 68, Yves Bonnefoy, sont les vrais héritiers de Baudelaire. En fait, ce qui est assez singulier dans la tradition poétique française au XXe siècle, c'est que Baudelaire n'a pas fait école. Il n'y a pas de poète dont on puisse véritablement dire qu'il se revendique de Baudelaire. Baudelaire est lu par tout le monde, mais il n'y a pas de poète baudelairien, sinon ces deux cas qui sont un peu particuliers, donc de Guy et de Bonnefoy. Vous voulez dire aujourd'hui, parce que dans l'histoire, il y en a eu peut-être davantage des poètes baudelairiens. Verlaine écrivait à Baudelaire qu'il admirait, par exemple. Oui, mais c'est pas de la poésie baudelairienne. Je dis pas que les poètes prenaient leur distance avec Baudelaire. Tous lisaient Baudelaire, tous l'admiraient, Breton, etc. Breton a beaucoup contribué à faire lire Baudelaire à une période où on ne le lisait pas. Mais personne faisait du Baudelaire. Peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Pourquoi on peut se demander directement pour quelle raison? Parce que... Pourquoi? Est-ce qu'il est trop écrasant? Alors, c'est difficile à dire, c'est-à-dire que c'est un peu la raison pour laquelle, c'est la raison qu'on évoquait tout à l'heure quand on disait qu'il arrivait à la fin d'une époque et qu'il a une poésie qui est une poésie classique. Il casse pas l'alexandrin, il casse pas le vers, et toute la poésie qui arrive après lui, à Verlaine, mais alors tout de suite avec Rimbaud, Mallarmé, là, puis Apollinaire, et puis je ne parle même pas du XXe siècle, là casse le vers, et donc on rentre dans une dynamique d'écriture qui n'est plus du tout une dynamique classique, et c'est ce qui fait aussi que là il y a vraiment cette fracture formelle très forte, où même des poèmes, même des auteurs en prose du type Francis Ponge seront assez loin de la poésie en prose telle que la pratiquait Baudelaire. Donc oui, il faudrait la modernité de Baudelaire, elle repose, je crois, pas tant sur son écriture que sur les motifs, et peut-être plus subtilement, mais c'est là aussi où c'est difficile de l'apprécier, sur le regard qu'il porte sur le monde et le regard qu'il demande à ce que le poète porte sur le monde. Donc ce serait le dernier des classiques Oui, c'est à coup sûr le dernier des classiques. On voit Baudelaire profondément engagé dans son temps et en même temps s'en dégageant de toutes parts. En effet, il avait participé aux journées de juin 48, auparavant à celles de février. Il avait collaboré à certains petits journaux révolutionnaires. Puis, brusquement, il se délimite, si l'on veut, de son temps et adopte une attitude solitaire qui durera et qui s'exagérera même jusqu'à la fin dans cette lente déchéance qui précédera la mort. C'est qu'en effet, ce temps qu'il a si mal compris vivait sur toutes sortes d'idées et de mythes
contre lesquels Baudelaire a lutté non seulement par sa poésie, mais par les idées qu'il exprimait dans sa critique, dans ses salons, dans ses préfaces aux Fleurs du Mal, qui n'ont pas été publiées, ou dans ses notices sur Edgar Poe. En effet, ce temps croyait au social, croyait au progrès, croyait au bonheur possible et indéfini du genre humain, et Baudelaire voit toutes ces idées comme des billevesées, il les crève comme des bulles de savon, et montre que la poésie est quelque chose de beaucoup plus essentiel et qu'il exprime si bien, si profondément, si gravement dans les Fleurs du Mal. Maurice Nadeau, en 1955, qui nous offre là une première vision sur cette question de la modernité chez Baudelaire, qui aurait mal compris son temps, pense Maurice Nadeau, oui. Qu'en pensez-vous, Mathieu Vernet? J'étais assez frappé d'entendre des mots que j'aurais pu prononcer. Je suis assez sensible à ce que disait... Vous êtes donc un anti-moderne, vous reprenez les mots de 1955. Oui, en tous les cas, là, c'était une définition de Baudelaire comme d'un anti-moderne. Georges Blanc, 10 ans plus tard, dira que Baudelaire était irréductible. Il y a bien cette idée que c'est quelqu'un qui résiste à son temps. Mais la petite nuance qu'on pourrait apporter par rapport aux sages paroles de Nadeau, c'est que si Baudelaire n'aime pas son temps, il n'arrive pas à s'en passer pour autant. Il y a un rapport un peu de odi et amo, d'amour et de détestation, peut-être pas d'amour, mais d'attirance et de détestation. Et c'est tout à l'heure quand on parlait de la modernité, la modernité se développe dans ces années-là. Il est contemporain de tout ce qui va faire la modernité technique, même presque celle dans laquelle on vit, l'électricité, la photographie, le phonogramme, tout. Baudelaire vit au moment où cela apparaît. Et il le voit, il en est le témoin, ça ne lui plaît pas. Comme le disait Nadeau, Nadeau utilisait le mot billevesé, me semble-t-il, pour définir tout ce que Baudelaire rejetait de son époque comme les considérant comme futiles, un peu superficiels, donc tout en les considérant comme les billevesés, il voyait bien l'impact et que cela pouvait avoir sur la société et l'impact que ça aura. C'est des questions qu'on ne se posait pas avant Baudelaire. Cette question de la modernité, alors c'est pas votre champ de recherche, mais je vous demande ça quand même, elle n'arrive que avec la modernité industrielle, ou alors est-ce qu'on se l'a posée quand même avant? Est-ce qu'on ne s'est pas toujours posé? Alors, le problème du mot modernité, c'est qu'il est plus ou moins inventé par Baudelaire. Disons que le mot est inventé par Balzac. On a du mal un peu à identifier la paternité de ce mot-là, mais il apparaît, disons, dans les années 1830. Il y a toujours eu le mot moderne. Le mot moderne existe, c'est le mot modernité qui est créé par Balzac, un peu utilisé par Gautier, mais surtout défini par Baudelaire très clairement dans le peintre de la vie moderne. Donc il y a eu, oui, pour répondre à votre question, il y a toujours eu un intérêt des écrivains pour ce qui était moderne, pour ce qui était leur contemporanéité. Un intérêt ou une répulsion. Oui, un intérêt ou une répulsion. Voilà. Enfin, en tous les cas, ils étaient toujours sensibles aux choses qui la nouveauté, qui les entourent. Ce qui est nouveau pour Baudelaire, c'est que ce qu'il entend par modernité ne doit pas être entendu au sens où nous le prenons, c'est-à-dire modernité technique. C'est une définition qui est plus complexe, plus difficile. Il dit que la modernité, c'est une association de quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est moderne, c'est ce qui va arriver à la fois à associer quelque chose de très fugace qu'on n'arrive pas à saisir dans un instant, un parfum, un éclair, un regard, quelque chose de très ponctuel,
précis, enfin fuyant, et à la fois, en même temps, quelque chose qui relèverait d'une beauté plus large, plus éternelle, plus classique. Donc on retrouve aussi dans la définition qu'il donne de la modernité, il y a aussi l'ambivalence qu'on voyait chez lui au début entre le classique et le moderne. Et c'est une définition qu'il donne donc, redisons-le, dans le peintre de la vie moderne. Donc il pense la modernité à partir des arts plastiques. Oui. Mais sa définition, elle peut être étendue au reste des sphères de la vie courante. Oui, tout à fait. C'est pour ça, effectivement, sa pensée de la modernité vient des arts plastiques. Le fait est que il a vécu à une époque où il y a eu une modernité technique avec la révolution industrielle particulièrement forte, et que donc le fugitif, ce qui survenait autour de lui de manière impromptue, était souvent lié à parfois l'éclairage d'une lampe à gaz, voilà quelque chose de nouveau. Donc le nouveau, voyez, quand Rimbaud dira, peut-être 20 ans plus tard, il faut être absolument moderne, Rimbaud, lui, recherche la nouveauté. Rimbaud va être dans une démarche qui sera vraiment révolutionnaire en disant je veux casser ce qu'ont fait mes aînés et je vais proposer quelque chose de nouveau. Baudelaire, quand il dit je recherche la modernité, il n'est pas dans cette démarche-là de création du nouveau, de révolution. Voilà. Donc il y a de révolution. D'avant-garde. Il est pas là-dedans. Mais vous évoquiez tout à l'heure les manifestants de 1968. À Baudelaire, à l'image de Baudelaire, a toujours été associée celle véridique de Baudelaire qui, en 1848, lors de la Révolution, était sur les barricades. Donc on a cette image de Baudelaire. À mort au pic. Voilà, à mort au pic. Mais bon, on n'a jamais trop su ce qu'il faisait sur ces barricades, ni s'il était vraiment révolutionnaire. Il n'empêche qu'il a eu cette image qui lui a collé, et cette image a été renforcée, et il faut le dire, c'est très important, par la lecture qu'en a faite, lecture sublime, mais très orientée, Walter Benjamin, dans les années 20-30, qui a décidé de voir en Baudelaire le poète qui est le plus proche de sa pensée à lui, une pensée révolutionnaire, marxiste, et donc on a commencé à lire Baudelaire, entre le Baudelaire des barricades, qui est sans doute un Baudelaire un peu monté en épingle, et le Baudelaire de Benjamin, on s'est retrouvé avec un Baudelaire beaucoup plus révolutionnaire qu'il n'était vraiment, et comme la lecture de Benjamin est une lecture qui est brillante, intelligente, stimulante, c'était tentant de pousser Baudelaire là. Dans ce recoin-là. Mais je crois qu'on peut dire vraiment avec le recul que cette lecture est quand même partielle. Mais pour revenir sur la définition de la modernité par Baudelaire, qui est au fond composée à moitié de quelque chose qui serait éternel, une espèce de beauté éternelle, oui. Et de l'autre moitié par l'époque, la mode, la morale du temps, oui. Les passions du temps. Comment ça s'articule? Comment s'articulent ces deux choses-là? J'ai l'impression qu'un des poèmes qui l'illustre bien serait le poème fort connu, intitulé « À une passante », où Baudelaire décrit une femme qu'il croise dans la rue. Mmh. Et ce qui l'intéresse, c'est la brièveté de l'échange de leurs regards. Donc là, on voit très bien ce que cette rencontre peut avoir d'éphémère. Mais la manière dont il la caractérise, c'est longue, mince, en grand œil, avec sa jambe de statue. On voit bien que ce qui fascine Baudelaire dans cette femme, c'est son caractère assez classique, en fin de compte. Elle a sa jambe de statue, une jambe sculptée, dont on imagine... Qui renvoie à la Grèce antique. Oui, voilà. Il y a une image derrière, derrière cette passante, il y a l'image d'une Vénus... presque improbable au milieu de cette foule. Et donc, on a le contraste entre les deux, de cette femme filiforme, parisienne, habillée en noir, vêtue, rapide, en mouvement,
et d'un autre côté, ce passé qu'elle a en elle, elle est en deuil, voilà, de toute éternité. C'est d'ailleurs, c'est ce qu'être un être humain. Enfin, c'est tout simplement. Mais il y a ce vers qui est très fort dans Une passante. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. On voit bien, on a les deux, on a l'éclair et l'éternité. Et je crois qu'avec ces deux mots juxtaposés, on a la définition de la modernité baudelairienne. Il me semble que dans l'histoire de la pensée française, même si son œuvre n'est pas comparable en volume et en concentration, Baudelaire est vraiment à l'égal de Tocqueville. C'est quelqu'un qui considère la démocratie comme un fait. La démocratie, je veux dire, pas comme type de gouvernement, mais comme type de société. L'égalité des conditions, l'interchangeabilité même, on pourrait dire, des conditions. Il me semble que c'est pour lui central. Bien que étant lui-même, comme il le dit, né dans un milieu où le parfum d'Ancien Régime était encore sensible, il se considère comme un homme destiné à décrire le monde d'après l'effondrement de l'Ancien Régime, le monde des droits de l'homme. Et même s'il a une grande détestation de George Sand, des progressistes, de tous ceux qui veulent que l'avenir soit une sorte de progrès indéfini, je crois que pour lui, la démocratie, comme égalité des conditions, est un fait. C'est un fait. C'est là-dedans, justement, que doivent se refonder les nouvelles hiérarchies, que l'art, par exemple, doit courir sa chance, que la pensée aussi. Pierre Pachet, disparu en juin dernier, au micro ici d'Alain Weinstein. Est-ce que vous pensez, comme Pierre Pachet, que Baudelaire est, entre guillemets, un démocrate, entendu au sens de quelqu'un qui embrasse la masse, et peut-être aussi le capitalisme, de quelqu'un qui est en prise avec les gens de son époque, parce qu'on peut aussi considérer qu'il est au contraire un élitiste. La question de la modernité, elle se pose aussi ici, me semble-t-il, oui. Mathieu Vernet. J'aurais une petite question au préalable. Ce que nous avons entendu date de quelle année? Alors ça, c'est pas ancien, je n'ai pas exactement la date, mais c'est pas très ancien. Parce que Pachet a fait un très beau livre sur la révolte chez Baudelaire. 2009, me dit-on. Qui date d'il y a une 20-25 ans. Et c'est amusant parce qu'en l'entendant parler là, j'avais l'impression que c'était consécutif à la sortie de ce livre. Alors qu'après, il a pris un peu de distance avec ce livre qui s'appelle Le Premier Venu. Mais voilà, c'était une curiosité. Mais en parlant de Pachet, je voudrais juste signaler le fait que dans la revue Littérature, qui a consacré en 2015 un numéro à Baudelaire, qui s'appelle Baudelaire hors de lui, il y a un entretien croisé entre Michel de Guy, que vous receviez hier, et Pierre Pachet. Et cet entretien me semble vraiment être une belle pièce assez rare d'échanges entre deux intellectuels sur Baudelaire, et notamment Pachet, donc quelque temps avant de mourir, livrait ici, livre dans cet entretien de très belles réflexions sur Baudelaire et sur la manière dont il a lu Baudelaire au cours de sa vie et la manière dont il a changé d'avis sur sa lecture de Baudelaire. Mais pour revenir à votre question sur... C'est un grand lecteur en effet de Baudelaire. Oui, c'est un grand lecteur. Pour revenir à votre question sur la démocratie et sur si Baudelaire aime le peuple, je crois pas vraiment qu'on puisse dire ça. Baudelaire n'est pas très démocratique, il n'aime pas trop l'égalité, c'est quelqu'un Parce que la modernité, c'est un mouvement qui est censé aller vers plus de démocratie. Oui, mais tout ce qui va dans le sens de la masse ne lui plaît pas. La masse lui fait peur. Mais malgré tout, il y a, comme toujours, et c'est ça qui... Je n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de système chez Baudelaire, mais je finis par en faire un en me disant qu'il y a toujours une attirance, répulsion, mais la masse lui fait diablement peur. C'est quelque chose, c'est peut-être la chose qu'il répugne le plus. Et donc, en ce sens, pour lui, la démocratie, c'est
c'est l'aboutissement de ce que la masse peut avoir de plus néfaste, c'est-à-dire la négation de l'individu, l'homogénéisation complète. Et c'est vrai qu'on a eu souvent tendance, dans la veine de Benjamin et aussi de Paché, à voir chez Baudelaire un démocrate. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi démocrate que ce qu'on a bien pu le dire ces dernières années. Ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas très en empathie avec, par exemple, les petites vieilles qu'il décrit dans ses poèmes et qu'on va écouter dans quelques secondes. Mais peut-être voulez-vous dire quelque chose d'abord. Oui, mais évidemment, ça c'est deux choses différentes. Mais c'est là aussi, c'est peut-être là l'endroit où Baudelaire est le plus fort, c'est qu'il n'aime pas la masse, mais il aime les gens. On écoute justement les petites vieilles. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, aimons-les. Ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Voilà, Mathieu Vernet, Baudelaire, ce n'est peut-être pas un démocrate, mais en tout cas, c'est le plus peuple des poètes. Oui, c'est le plus peuple des poètes. Je suis très content que nous ayons entendu ce magnifique poème de Baudelaire, Les Petites Vieilles, qui est sans doute qui à mes yeux le plus beau et le plus touchant des poèmes de Baudelaire. Je suis peut-être en cela influencé par Proust, qui aimait aussi, que je connais presque mieux finalement, que je connais peut-être mieux que Baudelaire, et qui vivait avec ce poème. C'est un poème qui compte 160 vers. Et j'ai trouvé dans sa correspondance, dans son œuvre de manière générale, 87 vers cités de manière éparse. Donc c'est vraiment un poème qui l'habite, et je crois qu'il est très touché par le côté humain de Baudelaire dans ce poème. L'extrait que vous avez donné à lire était de ce point de vue-là extrêmement représentatif. C'était lu par Denis Lavant, je le précise. Et quand il dit, on entendait Denis Lavant dire « aimons-les ». Ce sont encore des femmes, sous leur vieux tissu froid. Il y a ce côté-là très empathique de Baudelaire, et qui le ramène, malgré tout, et là on revient, on va refaire de lui un Baudelaire de gauche, mais là aussi, c'est discutable parce que des auteurs comme Péguy, par exemple, au début du siècle, voyaient non pas chez Baudelaire un grand fraternel, mais plutôt un poète charitable, considérant que, en fait, c'était le devoir du chrétien que d'être attentif aux gens qui sont en souffrance, en marge de la société. Donc, vous le voyez, on peut avoir soit un Baudelaire qui serait fraternel à souhait, républicain, presque communiste, ou alors en même temps un Baudelaire charitable à l'excès. Plus chrétien que catholique, dites-vous. Oui, plus chrétien que catholique. Oui, plus chrétien que catholique dans la mesure où je pense que Baudelaire était très attaché à l'idée de charité. Le mot de charité est quelque chose qui le touche beaucoup, et quand je dis que c'est une personnalité qui est plus chrétienne que catholique, je l'entends au sens où je ne pense pas que c'était un grand pratiquant. Et alors certes, il faisait ses prières le soir, comme il le dit dans Mon cœur mis à nu, et qui a fait couler
trop d'encre, mais c'est pas quelqu'un qui est vraiment attaché au dogme catholique. Enfin, certains dogmes, le péché originel notamment, est incontestablement un dogme pour Baudelaire, mais tout le côté liturgique ne l'intéresse pas vraiment. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. On va marquer une pause, Mathieu Vernet, dans cette émission, comme chaque jour, pour aller voir ce qui s'écrit du côté des revues littéraires en ce moment, et aujourd'hui en particulier du côté de la NRF, avec vous, Michel Crépu, grand baudelairien devant l'éternel. Bonjour. Bonjour. Vous avez un rapport particulier avec ce poète ? Oui, alors c'est une discussion passionnante, je trouve. Il y a énormément de choses, c'est incroyable. Un souvenir de lecture m'est revenu tout à coup en vous écoutant. C'est dans le journal des Goncourt. Les Goncourt vont dîner un soir au Procope, et là-bas, là, dans le fond de la salle, tout seul, qui dîne, il y a Baudelaire. Et il avait encore un peu de sous alors à ce moment-là. Il est décrit par les Goncourt d'une façon absolument saisissante. C'est vraiment un portrait d'une intensité incroyable. La serviette blanche autour du cou et puis les joues bien rasées et le regard minéral qu'avait Baudelaire, c'est absolument saisissant. Ouais, mais vous l'avez lu adolescent Ah oui, puis je continue de le lire. lis toujours. Oui, je me demandais d'ailleurs la fameuse exclamation de Rimbaud, il faut être absolument moderne. Je me demande si c'est pas un peu une raillerie aussi, au fond un peu baudelairienne, un peu anti-moderne. Maître Vernet. Oui, c'est sûr que quand on connaît Rimbaud, il y a aussi chez Rimbaud un fort héritage du passé, donc il y a aussi un côté un peu provocateur. Il n'empêche que Rimbaud est allé plus loin dans la déconstruction, dans la révolution. Alors pas de Baudelaire au sommaire de cette NRF en ce moment en librairie, mais en revanche un texte de l'écrivain Stéphane Hoffmann qui raconte son rapport à un autre écrivain, Georges Duhamel. Oui, alors ça m'a enchanté de publier ce texte de Stéphane Hoffmann qui vient d'avoir le prix Freustier. Et alors... c'est une idée qui est venue comme ça d'évoquer la figure de cet écrivain qui a été vraiment un équivalent, une sorte de d'Ormesson des années 50, avec une chronique familiale qui pouvait aussi ressembler plus à Martin Dugard, au Thibaut de Martin Dugard, les fameux Pasquier, qui sont l'histoire d'une famille française, de la petite bourgeoisie de l'après-guerre, que Duhamel a raconté d'une façon tout à fait touchante et qui aujourd'hui s'est évaporé. Mais le portrait qu'en donne Stéphane Hoffmann est tout à fait attachant, je trouve. Oui, alors c'est amusant parce qu'il raconte justement comment lui, Stéphane Hoffmann, adolescent, lit Duhamel, alors que tout le monde lit évidemment Sagan ou des polars, et il voit pas pourquoi il faudrait pas lire Duhamel. Oui, quoi. Et alors il y a une petite perle dans son texte qui est vraiment étonnante. Il dit que Duhamel était adapté à la télévision par des réalisateurs de l'époque, et il se souvient d'avoir vu une adaptation de Confessions de minuit qui est un peu du personnage de Duhamel qui s'appelle Salavin, qui est une espèce d'homme sans importance à la Mousille, et dans ce film, dans cette adaptation télévisuelle, il y a Coluche qui a un petit rôle, un deuxième ou un troisième rôle. C'est peut-être la première fois qu'on voit Coluche à l'écran. C'était un vrai anti-moderne, lui, pour le coup, Duhamel, quand il parle, par exemple, du cinéma. Alors lui, il trouvait ça vraiment insupportable. Mais alors, c'est une anti-modernité qui est très différente de l'anti-modernité baudelairienne. Également dans la NRF, Michel, des lettres passionnantes échangées entre l'architecte américain Frank Lloyd Wright et le critique et historien américain aussi, Lewis Mumford. Oui, c'est très étonnant. C'est un choix de lettres, évidemment, qu'on a été obligé de faire. La publication de la correspondance entre Frank Lloyd Wright et Lewis Mumford aura lieu au mois de février prochain.
Et là, les lettres qu'on a données sont très intéressantes parce qu'elles ont lieu en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. En 41, exactement. 41, alors que la question se pose aux États-Unis de savoir s'il faut faire la guerre ou non à Hitler. Et Frank Lloyd Wright, lui, est pacifiste. Il déteste l'idée d'aller faire la guerre à Hitler, alors que Mumford, lui, au contraire, est pour entrer le plus tôt possible dans la lutte contre le totalitarisme nazi qui avance en Europe. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que donc ils se disent amis. Oui. Et ils s'insultent, mais copieusement. Ah oui, c'est d'une rare violence. Et même, il y a d'ailleurs une rupture entre les deux. Le désaccord est tellement violent, tellement intense que la relation d'amitié ne tient pas. Et elle se retrouvera plus tard, après la guerre. Ils retrouveront à nouveau un dialogue. Mais là, évidemment, on a deux figures considérables de la vie culturelle anglo-américaine. Et c'est un échange très, très étonnant à lire aujourd'hui, rétrospectivement. Et donc, publication en février prochain, c'est chez qui? Aux Belles Lettres, aux éditions des Belles Lettres. Cela dit, c'est assez baudelairien d'échanger des noms d'oiseaux avec son correspondant, avec son ami. Donc, on retrouve là peut-être une trace très lointaine de Baudelaire. Et oui, et on a vu hier que Baudelaire était également un petit peu architecte. Merci Michel. Merci pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus. La Nouvelle Revue Française, évidemment, en librairie. Nous parlons de Baudelaire toute cette semaine dans la compagnie des auteurs à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée au musée de la vie romantique à Paris, et nous le faisons en compagnie de l'universitaire Mathieu Vernet. J'ai toujours été frappé, parce que je l'ai vécu moi-même, je l'ai vu autour de moi, de l'attrait que l'œuvre de Baudelaire, enfin les Fleurs du Mal, exerce sur les jeunes lecteurs lorsqu'ils la rencontrent, parce que cette œuvre s'adresse à eux d'une façon extraordinairement individuelle. Le lecteur à ce moment-là se sent individualisé, comme si Baudelaire l'avait choisi dans cette rencontre en le jugeant digne d'apprécier ce qu'il lui donne. Ce regard si perspicace, si mobile sur la réalité. Mais le lecteur en même temps est, on pourrait dire, victime d'une sorte d'intoxication dans la mesure où il peut se croire le bon lecteur de Baudelaire, alors que, bien entendu, ce n'est qu'une rencontre qui est faite par d'autres à d'autres moments. Et donc, c'est sa propre imagination et sa propre réflexion qu'on doit mettre en œuvre, comme pour toute œuvre, bien sûr. Mais ici en particulier, parce que cette œuvre institue une espèce de dialogue intime, justement, ce fameux tutoiement, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Elle institue une sorte de dialogue qui est un dialogue trompeur. Et donc, elle devrait inciter plutôt à réfléchir à ce qu'est cette position d'individu. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu face à cette œuvre ? Pierre Pachet de nouveau, mais cette fois au micro de Christine Le Cerf. C'était en 2011, donc un petit peu après l'entretien avec Alain Weinstein, dont on entendait tout à l'heure un extrait. Vous êtes d'accord, Mathieu Vernet, avec l'analyse de Pierre Pachet sur le rapport au lecteur de Charles Baudelaire ? Oui. Déjà, on retrouve une partie de ce que nous avons dit au tout début d'émission, que
chacun trouve midi à sa porte avec Baudelaire. Et qu'il est partout, en fait. Oui, il est partout. Hein, mais ce que signalait Paché, là, et qui est évident, mais important à dire, hein, c'est ce fameux hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, qui ouvre les fleurs du mal. Qui ouvre les fleurs du mal, et où effectivement il y a une sorte d'intimité qui est créée, de lien un peu fort. Il parlait de tutoiement, il y a un lien qui se crée entre le lecteur et Baudelaire et le poète au début du recueil, qui est assez singulier. C'est ça la fonction de cette phrase qui a été beaucoup commentée ? Je sais pas si c'est... Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est une manière pour Baudelaire de provoquer le lecteur. Hein. C'est pas tant d'appeler ça sympathie, c'est de lui lancer une pique, hein, comme les piques dont on parlait tout à l'heure avec Michel Crépus dans ses correspondances à ses amis. Je suis pas sûr que Baudelaire entende l'amitié comme un long fleuve tranquille. Et justement, c'est pas une déclaration d'amitié qu'il nous fait au lecteur, hein. C'est au contraire une forme de provocation, mais c'est une manière aussi c'est un respect, c'est une forme de respect aussi. Pour lui, le fait de provoquer marque aussi le respect qu'il a pour le lecteur. Et ça va aussi dans le sens de ce que vous me demandiez tout à l'heure à propos de la démocratie, et ce que disait Lapaché, c'est que Baudelaire défend vraiment l'idée d'individu. Il faut que chacun se sente singulier, singularisé, et Baudelaire ne déteste rien de moins que la masse, que ce qui le meurtrit dans la construction du nouveau Paris sous Haussmann, c'est la création de ces boulevards où il y a tant de monde qui passe, où il y a une forme d'indifférenciation, le fait que tout le monde porte du noir. Il parle d'ailleurs effectivement des vêtements, de la mode de son temps. Il dit qu'elle a du bon, mais que c'est effectivement un peu terne. Ce qu'il n'aime pas dans le noir, c'est le côté égalitaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve en s'habillant tous en noir, on ne distingue plus les différences de chacun, les formes. Et au contraire, ce qu'il aime dans la toilette, hein, dans la mode, c'est ce qui va sortir du lot, ce qui va être original, singulier, qui va individualiser l'individu. C'est ça aussi sa définition de la modernité, hein. Il n'aime pas un beau qui serait classique. Il dit, hein, cette phrase, je suis désolé de sortir ce cliché, que pourtant Baudelaire, les clichés que Baudelaire n'aime guère, hein, mais quand il dit le beau est toujours bizarre, c'est pour lui quelque chose de vrai. C'est-à-dire que le beau ne peut pas s'imposer comme une évidence. Il faut qu'il y ait une résistance, quelque chose qui déroge à l'uniformité. C'est ce qu'il appelle le circonstanciel, le fugitif. Et pourtant, dans les photos qu'on connaît de lui, il est en noir. Alors, oui, les photos. C'est tout un programme. Il y a le rapport de Baudelaire à la photo est lui aussi compliqué, hein. Voire pervers même, peut-être. Oui, peut-être un peu pervers. Il y a un poème que la critique baudelairienne a tendance à lire comme un poème consacré à la photographie, qui s'intitule « Le rêve d'un curieux », et c'est d'ailleurs un poème qui est dédicacé à F.N., dont on peut supposer que ce FN est Félix Nadar. Et qui était son ami. Qui était son ami. Ce qui n'a pas empêché Baudelaire d'écrire des choses affreuses sur la photographie au moment même où Nadar était en train de travailler comme photographe et se faisait connaître comme tel, hein, mais ils étaient amis. Sacré Baudelaire. Et donc, dans Le rêve d'un curieux, Baudelaire décrit ce qui semble être une séance de photographie, et je cite les derniers vers, hein, « J'étais comme l'enfant avide du spectacle, haïssant le rideau comme on est un obstacle. Enfin, la vérité froide se révéla, j'étais mort sans surprise et la terrible aurore m'enveloppait. Et quoi? N'est-ce donc que cela? La toile était levée et j'attendais encore. » Donc,
Vous voyez, il est comme un enfant avide de spectacle. Il vient voir la photographie, il est curieux, ça l'intéresse, mais il le rejette comme un spectacle qu'on hait. Il le dit, et la photographie pour lui c'est aussi mortifère. Il le dit, j'étais mort. Ce n'est donc que cela, c'est une expérience de déception. Et il y a une photo très peu connue de Baudelaire qui a été découverte il y a 2-3 ans et dont on a très peu parlé, photo que j'apprécie beaucoup. C'est une photo de Thomas Arnaudet. Et si certains des auditeurs la cherchent sur Google, en tapant Arnaudet, Thomas Arnaudet, Google Images, ils seront surpris parce que c'est pas une photo de Baudelaire. Et en fait, en prêtant bien attention, c'est une photo d'un homme moustachu qui tient un chapeau à la main. Et en prêtant bien attention, on voit qui ressemble au pas fond, du tout à Baudelaire, vous me la montrez là. Voilà, Ouais. non, et on voit au fond, derrière un mur, une silhouette qui se penche, qui est très certainement la silhouette de Baudelaire, habillée dans une tenue qui est celle qu'on lui connaît parce qu'il a été photographié avec celle-ci par Carja. Et donc, cette photo-là me semble être vraiment ce qui caractérise le mieux le rapport de Baudelaire à la photographie, c'est-à-dire on le voit curieux là, il est présent, mais flouté parce qu'il a forcément bougé pendant le temps de pause, et malgré tout, sa présence est prise. Et ça, c'est ça la modernité, c'est-à-dire que c'est l'instant, la photographie là a saisi quelque chose que, c'est ça la beauté baudelairienne, la photographie a saisi ce qu'on ne devait pas voir, Baudelaire s'est penché pour regarder, il s'est retiré et la photo a pris la photo juste à ce moment-là. Il est flouté et il y en a une trace de Baudelaire et c'est ça le beau. Oui, mais c'est là où on ne comprend pas très bien le rejet de Baudelaire de la photographie, puisque précisément c'est bien une œuvre d'art qui pourrait lui convenir que la photographie, en l'occurrence, permet là. Il faut quand même rappeler, et dans mon propos il y a peut-être une chose qui n'a pas été claire, il faut quand même rappeler qu'à l'époque de Baudelaire, les temps de pause sont considérables, il faut compter une vingtaine de minutes pour faire une photographie, et que si on bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu, on a une photo floue. Donc ce que Baudelaire reproche Baudelaire n'a pas connu la photographie telle que nous la connaissons. Pourtant, les portraits de Baudelaire qu'on connaît, ils sont pas flous du tout. Mais alors, le plus beau portrait de Baudelaire est flou. Celui de Nadar, qui est conservé au musée d'Orsay, Baudelaire n'a pas supporté. D'ailleurs, Baudelaire fait manifestement la tête sur cette photo, donc on sent que le temps de pose n'est pas quelque chose qui lui... C'est peut-être sa tristesse aussi qui rejaillit. Oui, en tous les cas, il est flou et on sent une résistance, mais il est resté suffisamment longtemps pour que la photo, pour qu'il soit quand même identifiable sur la photo. Mais cette photo est belle et justement très moderne parce qu'elle est floue. Sensualiste, mais le plus profond des sensualistes. C'est enragé de n'être que cela. L'auteur des Fleurs du Mal va jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à cette mystérieuse porte de l'infini à laquelle il se heurte, mais qu'il ne sait pas ouvrir. Et de rage, il se replie sur la langue et passe ses fureurs sur elle. Figurez-vous cette langue, plus plastique encore que poétique, maniée et taillée comme le bronze et la pierre, et où la phrase a des enroulements et des cannelures. Figurez-vous quelque chose du gothique fleuri ou de l'architecture mauresque, appliqué à cette simple construction qui a un sujet, un régime et un verbe. Puis, dans ces enroulements et dans ces cannelures, d'une phrase qui prend les formes les plus variées, comme les prendrait un cristal, supposez tous les piments, tous les poisons minéraux, végétaux, animaux, et ceux-là, les plus riches et les plus abondants, si on pouvait les voir, qui se tirent du cœur de l'homme. Et vous avez la poésie de Monsieur Baudelaire. J'aime au pâle beauté des sourcils surbaissés où semble couler les ténèbres. Des yeux quoique très noirs. Promesse
d'un visage, chanté par Bernard Lavilliers, pour ponctuer ce texte de Barbé d'Aurevilly, enregistré en 1967. Barbé d'Aurevilly qui parle du gothique fleuri ou de l'architecture mauresque des poèmes de Baudelaire. On n'a pas encore parlé de la modernité littéraire de Baudelaire. Je pense que c'est le moment d'en dire un mot, Mathieu Vernet. Ça me fait penser à ce que au tout début de l'intervention de Pierre Pachet tout à l'heure, de la deuxième intervention de Pierre Pachet, qui disait tout lecteur de Baudelaire, il se corrige et il dit tout lecteur des Fleurs du Mal. Et c'est une correction qui est intéressante parce qu'elle en dit long, elle en dit très très long sur Baudelaire et les lecteurs de Baudelaire, parce qu'on a tendance à associer l'œuvre de Baudelaire aux Fleurs du Mal. Ça a été le cas très nettement jusqu'aux années 70. C'est-à-dire que 100 ans de réception de Baudelaire coïncident à l'association Baudelaire-Fleurs du Mal. Et pourquoi fais-je un détour par cela ? Parce que ce qui est sans doute le plus moderne dans son écriture, d'un point de vue littéraire, ce sont justement ces petits poèmes en prose. Ce que nous appelons parfois aussi le spleen de Paris. Exactement. Donc il commence par des vers, et puis ensuite il va vers la prose, mais ça ne signifie pas, en tout cas c'est ce que disait hier Michel de Guy, qu'il abandonne les vers, et même parfois, paraît-il, qu'il traduisait de la prose en vers et des vers en prose, c'est-à-dire que parfois il écrivait en vers avant de passer à la prose. Oui. C'est moderne ça, par exemple ? Oui, alors alors d'abord, Baudelaire a une période créative qui est quand même assez courte. Disons que à partir de 1860, il est en panne de création. Je crois qu'on peut dire ça, et qu'il y a la grande période de création de Baudelaire est une période où se juxtapose la rédaction des petits poèmes en prose et des nouveaux poèmes qui paraîtront dans la nouvelle édition des Fleurs du Mal à la fin donc des années 50. Et le fait qu'il écrive les deux en même temps et qu'il traduise parfois le vers en prose et la prose en vers est quelque chose que Proust, par exemple, n'arrivait pas à comprendre. Proust disait « Je ne comprends pas pourquoi il dit la même chose en prose alors qu'il a écrit en vers ». Et c'est quelque chose qu'a fait Nerval aussi. Nerval est passé de l'un à l'autre. Donc il n'invente pas particulièrement ça. Non, mais ce que ces poèmes disent quand on passe de l'un à l'autre, c'est souvent la prose est chez lui beaucoup plus, me semble, plus dure, plus ironique, porter un regard plus acéré sur le monde qui l'entoure. C'est un Baudelaire, c'est celui qu'on a tendance à appeler le dernier Baudelaire, qui est un Baudelaire plus noir, et un petit peu comme Hergé avait sa phase, avait son côté moins connu, d'idées noires, en même temps que le Tintin florissant. Baudelaire a cette dimension-là qui est plus dure, peut-être un peu, on peut dire méchante, colérique, et la prose me semble être une voie de diffusion pour lui de ce rapport à l'aigreur. D'ailleurs, si vous permettez, ces écrits intimes qui sont en prose, ces journaux, Mon cœur mis à nu, Fusée et puis Pauvre Belgique, sont des livres sont des lignes qui sont souvent haineuses et qui sont en prose. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce dernier sujet de la modernité, de la prose, de la versification chez Baudelaire, mais on s'arrête là, quoique pas tout à fait, puisque nous avons encore Jacques Bonafé pour nous parler et nous lire Baudelaire. Bonjour, Baudelaire toujours, pour sa modernité. Post-modernité. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Texte en prose, tiré d'une fusée. Le monde va finir, la seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci,
qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Car en supposant qu'il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom ou du dictionnaire historique? Je ne dis pas que le monde se réduit aux expédients et aux désordres bouffons des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons à travers les ruines herbues de notre civilisation chercher notre pâture, un fusil à la main. Non, car ce sort et ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. Nouvel exemple et nouvelle victime des inexplorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisé, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel aux reflets alléchants. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale et que les gouvernements seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie? Alors le fils fuira la famille, non pas à 18 ans, mais à 12, émancipé par sa précocité gloutonne. Il la fuira non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser un Galata par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s'enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa, fondateur et actionnaire d'un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer le siècle d'alors comme un suppôt de la superstition. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons, si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Voilà Jacques Bonafé qui accompagne donc notre semaine Baudelaire par son choix de texte. Pour poursuivre la réflexion de notre émission d'aujourd'hui, je renvoie donc au numéro 18-19 de la revue L'année Baudelaire, intitulée Baudelaire anti-moderne et coordonnée par mon invité d'aujourd'hui Mathieu Vernet ainsi que par Antoine Compagnon. C'est publié chez Honoré Champion et puis également la revue Littérature numéro 177. Elle date de mars 2015, Baudelaire hors de lui, coordonné également par Mathieu Vernet, avec dedans Michel Deguy, Pierre Pachet, Martin Rueff, Mathilde Labbé et bien d'autres. Merci à Laurence Millet pour la réalisation, à Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau pour la préparation. Merci également à Stéphane Poitvin à la console. Demain, nous vous invitons à visiter avec nous l'exposition L'œil de Baudelaire. Ce sera l'occasion de parler davantage du critique d'art, exposition qui se tient au musée de la vie romantique jusqu'au 29 janvier. Mais tout de suite sur France Culture, c'est l'heure des sciences avec Nicolas Martin.